Chers téléspectateurs et internautes, vous êtes en direct sur Télé-École avec Actu&No, votre espace d'information de l'Université virtuelle du Sénégal. Rencontre littéraire avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à la salle de conférence de l'Université virtuelle du Sénégal. Nous sommes ravis de recevoir sur notre plateau Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le ministre. Bonjour à toutes nos téléspectatrices et à tous nos téléspectateurs et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci Monsieur le ministre. Comme vous l'aviez dit tantôt dans la salle, vous êtes assis sur deux chaises, celle littéraire et celle scientifique. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la première. Pouvons-nous avoir l'impression que vous avez par rapport à cette journée? C'est une journée magnifique. Elle a débuté avec beaucoup d'émotions, que je n'ai pas pu d'ailleurs maîtriser, je crois, en écoutant déclamer certains de mes textes. Et puis les échanges riches que nous avons eus, le sentiment d'avoir dans cette salle, et je pense aussi au-delà, des autorités universitaires, des personnels, des étudiantes et des étudiants qui ont une même vue sur ce que nous pensons être bon pour développer l'enseignement supérieur dans ce pays. Et la place de l'outil numérique pour développer l'enseignement supérieur. Et je pense que le livre a été juste un prétexte pour échanger autour de cette question. Ça a été aussi une matinée très riche en souvenirs. Le livre m'a ramené à un voyage sur les souvenirs d'enfance, à un voyage sur des rêves, mais aussi sur cet espoir que je pense tout Africain a de voir son pays, son continent, devenir émergent et être parmi ceux qui comptent aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Donc ça a été pour moi une magnifique journée. Et j'ai beaucoup aimé à la fois les tenues, parce que vous avez, nos étudiantes et étudiants ont mis de très belles tenues traditionnelles, et ces poèmes aussi, j'ai vu qu'ils ont beaucoup travaillé. Et je pense que je dois féliciter beaucoup de la DERI et féliciter l'équipe du professeur Absa Gassama et féliciter aussi cette opportunité que nous a offert Télé-École de relayer tout cela à travers les différents ENO de l'UVS. Je pense que nous vivons dans cette réalité qui est que la distance n'existe plus. En réalité, elle existe seulement pour ceux qui veulent la créer. Mais aujourd'hui, tous les outils nous permettent de nous passer de la distance. Et l'enseignement numérique, sa force principale, je dirais, c'est l'équité territoriale. Vous savez, vous prenez Dakar, vous avez les grandes sommités, vous avez les grosses infrastructures, vous avez tout. Vous prenez Kolda. Kolda n'a pas tous ses atouts. Mais grâce au numérique, Kolda a tous ses atouts qui viennent à Kolda sans avoir besoin de se déplacer. Et le jeune qui est à Kolda peut bénéficier de tout cela. C'est ça le défi. Et c'est cela qu'on doit faire comprendre à la société sénégalaise que autant nous nous sommes appropriés du téléphone portable, aujourd'hui, il faut nous approprier dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'économie, de l'agriculture, de l'élevage, de ces outils numériques qui peuvent non seulement repousser les difficultés, mais baliser le chemin vers un mieux-être de notre population. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, en tant que poète engagé, quel mot lancez-vous à la communauté estudiantine par rapport à l'importance qu'a la littérature? Alors, la communauté estudiantine, d'abord, je pense que le premier appel, c'est un étudiant, sa mission principale, c'est d'étudier. Ça, c'est fondamental. Si les étudiants n'étudient pas, l'Afrique ne s'émancipera pas. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de la connaissance.
Et il faut acquérir la connaissance pour construire l'émancipation de l'Afrique. C'est vrai, dans les années 50, avant les indépendances, les Senghor et autres ont construit, je dirais, la dignité de l'Afrique à partir des arts, des lettres, de l'archéologie et tout cela. Aujourd'hui, elle se construit à travers la maîtrise de la science et de la technologie et de son utilisation au profit de ce que nous voulons en faire. Et donc, il faut étudier, maîtriser ces connaissances. La deuxième chose, les études vont avec la lecture, les études vont avec la culture, les études vont avec cette expérience non vécue qu'on ne peut s'approprier qu'en lisant, qu'en regardant des films, qu'en regardant des pièces de théâtre, qu'en écoutant des chanteurs, qu'en écoutant de la musique, etc. Il y a une nécessité que nous puissions retrouver dans les études, que ce soit au préscolaire, au primaire, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, ces espaces de culture que nous avions, ou dans les établissements, chaque week-end, c'était avant chaque samedi après-midi, parce qu'à l'époque, on étudiait le samedi matin. Les professeurs faisaient des conférences. Les élèves se bousculaient autour des professeurs, surtout de philosophie, qui faisaient ces conférences-là. Il faut qu'on revienne à cela. Aujourd'hui, je suis parfois navré quand dans une université, une sommité mondiale vient et qu'on ait un amphithéâtre à moitié vide, alors qu'on devrait courir pour venir occuper l'amphithéâtre, qu'il n'y ait pas de place libre, qu'on se bouscule. Il faut que la soif de la culture, la soif de la lecture, la soif de la connaissance revienne habiter les cœurs et les esprits de notre jeunesse. Parce que c'est ça qui fera qu'on construira un peuple qui soit un peuple instruit, un peuple cultivé et un peuple ambitieux. Parce que sans culture, on ne peut pas être ambitieux. Ce n'est pas possible. Or, il nous faut de l'ambition. Et la littérature participe à cela. J'ai cité quelques poètes qui m'ont beaucoup marqué. Un qui est un poète russe, qui a accompagné un peu la révolution soviétique à l'époque, qui a beaucoup galvanisé les populations. Parce que ce n'était pas facile, que ce soit l'ex-URSS, que ce soit la Chine ou autre. Vous avez vu ce que le service à la communauté, ce que l'engagement citoyen leur a permis de faire. On a toujours en image ces films de la construction des grands barrages en Chine. Vous voyez les Chinois avec leurs seaux allant chercher le béton pour le couler, pour faire les barrages et les ponts. Vous savez, ça, il faut que les gens soient conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas seulement pour leur propre personne, mais c'est pour toute la société. Mais un pays comme la Corée du Sud a aussi fait la même chose, et c'est un pays capitaliste. La Chine, c'était un pays communiste. Donc, il nous faut construire cela. Et ça ne peut pas être construit si on n'est pas un peuple instruit, on n'est pas un peuple cultivé, on n'est pas un peuple engagé. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que le message a été bien reçu. Maintenant, nous voudrions aussi savoir quel est l'impact de la numérisation de l'enseignement supérieur dans la littérature. La première des choses qu'on va me dire, mais en numérisant, faisant de l'enseignement numérique, est-ce que vous n'êtes pas en train d'assécher cette envie de lire, etc. Non, parce que nous avons des librairies numériques. Vous savez, ici à l'UVS, je crois que vous êtes abonné à Cyberlibris. Nous avons abonné toutes les universités à Sciences Directes, à Kern Info, et nous allons continuer à le faire, à abonner à toutes les plateformes pour que le livre soit disponible. Évidemment, aujourd'hui, il y a le livre papier, mais le livre peut être aussi disponible sous format électronique. Il faut que nous allions les deux pour permettre à notre jeunesse de s'en approprier. L'essentiel, que l'accès au livre soit facile. Et ça, c'est le travail que font les universités, et c'est dans ce travail que nous les accompagnons. Et donc, l'accès au livre.
il faut le cultiver, et ça se cultive tout petit. Et je pense que l'UVS a un rôle, parce que vous avez dans vos unités d'enseignement le service à la communauté. Mais j'ai vu l'année dernière qu'il y a eu un groupe qui est allé dans la zone, je pense que c'est dans la région de Fatick, pour accompagner une commune, pour identifier tous ceux qui n'avaient pas de bulletin de naissance et aider le maire à ensuite organiser une séance pour qu'ils puissent avoir des bulletins. Mais peut-être un groupe d'étudiants de l'UVS pourrait aller dans un quartier ou dans un village et prendre des enfants de CI, de CP et les initier à la lecture, et les initier à utiliser des livres, et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Si ça pouvait essaimer partout. Et l'autre chose aussi qui est un service à la communauté. Vous savez, moi je suis toujours assez déçu des résultats que nous avons sur l'alphabétisation. Parce que depuis les indépendances, nous faisons de l'alphabétisation. Mais le pourcentage de populations qui ne sont pas alphabétisées est quand même très important au niveau de notre pays. Et je pense qu'on peut le dépasser en très peu de temps. Et l'arme pour le faire, ce sont les étudiantes et les étudiants. Tous les pays qui ont dépassé cela ont utilisé les étudiantes et les étudiants pendant les vacances. Je pense que ça peut être un élément de service à la communauté, et ça, l'UVS peut être à l'avant-garde de cette bataille, mettre des squads de 3-4 étudiants qui vont dans un village, dans un quartier, et alphabétiser les populations qui ne savent pas lire ou écrire. Et ça, je pense que c'est possible. Et c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, parce que l'essentiel, c'est ce travail offert par la jeunesse. Nous voyons bien des jeunes qui quittent l'Amérique, qui quittent la France, qui viennent chez nous, réhabiliter des dispensaires, réhabiliter des écoles. Mais pourquoi nos jeunes ne peuvent pas le faire? Pourquoi nos jeunes ne peuvent pas le faire? Les jeunes peuvent le faire, et je pense que l'UVS, avec votre ancrage local, départemental, vous avez ce défi, cet atout. Et si vous le faites, les autres universités et les autres étudiantes et étudiants des universités vont vous suivre. Et vous avez ce que les autres n'ont pas. Vous avez le numérique. Vous avez le numérique. Et vous pouvez aussi le théoriser. Mettre des outils pédagogiques que vous pouvez déployer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Merci, Monsieur le ministre. Merci de nous avoir accordé cette interview. Pouvons-nous avoir en honneur que vous nous déclamiez un de vos poèmes en direct? D'accord. Donc, je vais prendre ici un. Alors, je pense que vous avez déclamé des poèmes. Alors, je pense comme j'ai mon frère ami Sadekan ici. Alors, j'ai déclamé quelque chose j'ai déclamé l'artiste. Parce que j'aime beaucoup les artistes. Je suis un troubadour solitaire. Ma guitare est forgée de mots. Mes percussions sont des pots. Mon rythme n'a pas de repère. Je vis d'espoir, les pièces jetées au coin de la rue, une à une comptées. Les spectateurs regroupés m'envoûtent, comme la pluie fine, interminable m'attriste. Mon pays est le monde. Rien de plus fermé que cette terre ronde qui refoule aux portes du vieux monde les musiciens à la guitare en fronde. Ma patrie est l'Afrique. Entre le Monomotapa et le Cap-Vert, les peintres anciens ont dessiné des fresques et le continent primordial se pare de vert. Demain, mon Afrique bannie, terre de pèlerinage honni, ouvrira les portes du paradis aux hommes que la richesse perdit. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Ce fut un plaisir de le recevoir sur notre plateau.